La nuit s'était installée sur Sète avec une fausse douceur, celle qui trompe les esprits avant que tout ne bascule. Les rues semblaient calmes, presque indifférentes, mais derrière les façades éclairées et les vitrines encore allumées, quelque chose grondait déjà. Une tension sourde, invisible, prête à éclater au moindre faux pas. Pour Sofia, cette nuit n'était pas une parenthèse ordinaire. Elle avait quitté la maison avec Orso contre elle, le cœur battant trop vite, comme si son corps avait compris avant sa raison que le danger n'était jamais loin. Elle avait cette sensation étrange d'être observée. Pas une certitude, non, plutôt une impression persistante, un poids dans la nuque, un frisson qui refusait de disparaître. Elle avait essayé de se convaincre qu'elle devenait paranoïaque, que la fatigue et l'angoisse lui jouaient des tours. Depuis son retour à Sète, elle vivait sur le fil, incapable de trouver un véritable apaisement. Orso pleurait souvent, et chaque cri du bébé résonnait en elle comme un rappel brutal de tout ce qu'elle avait à perdre. Dans la voiture, Sofia jetait des coups d'œil nerveux dans le rétroviseur. Les phares derrière elle lui semblaient trop proches, trop insistants. Elle ralentissait, puis accélérait, sans logique apparente, tentant de calmer ce sentiment d'urgence qui compressait sa poitrine. Orso s'agitait à l'arrière, ses pleurs devenaient plus pressants, presque désespérés. Sofia sentit la panique monter. Elle devait s'arrêter, ne serait-ce que quelques minutes, pour le calmer, pour reprendre son souffle. La station-service apparut comme un refuge provisoire, un îlot de lumière au milieu de la nuit. Sofia se gara rapidement, presque brusquement, les mains tremblantes sur le volant. Elle descendit de la voiture, Orso serré contre elle, murmurant des mots qu'elle n'entendait même plus elle-même. Tout ce qu'elle voulait, c'était que le monde s'arrête, juste un instant. Mais le monde, lui, n'avait aucune intention de lui accorder ce répit. À peine avait-elle fait quelques pas qu'elle le vit. Pedro, là, devant elle, comme une apparition qu'elle redoutait sans jamais oser l'imaginer aussi concrète. Son regard était dur, fiévreux, traversé par une urgence presque animale. Le temps sembla se contracter, devenir épais, irréel. Sofia voulut reculer, courir, crier. Aucun son ne sortit de sa bouche. Pedro s'approcha sans un mot. Il n'y avait pas de colère explosive dans son geste, seulement une détermination glaciale, terrifiante. Le coup partit rapidement, trop rapidement. Sofia sentit la violence de l'impact, puis le sol se dérober sous elle. Tout devint flou, lointain. Les pleurs d'Orso résonnèrent une dernière fois dans son esprit avant que le noir ne l'engloutisse. Quand Sofia reprit connaissance, ce fut dans un silence pesant, brisé uniquement par des bips réguliers. L'odeur aseptisée de l'hôpital lui brûla les narines. Elle tenta de bouger, mais une douleur sourde irradia aussitôt dans tout son corps. Ses souvenirs revinrent par vagues, désordonnés, violents. Pedro, le coup, Orso. La panique la submergea instantanément. Elle tenta de se redresser, de parler, mais sa gorge était sèche, son corps trop faible pour obéir. Autour d'elle, des silhouettes s'agitaient. Des voix, des mots qu'elle avait du mal à assembler. Elle n'entendait qu'une chose, Orso n'était pas là. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, l'alerte avait déjà été donnée. Aurore n'avait pas hésité une seule seconde en apprenant que Sofia ne répondait plus. L'instinct maternel s'était mêlé à l'expérience de la policière, et tout en elle criait que quelque chose de grave venait de se produire. Martin, prévenu à son tour, avait immédiatement lancé les recherches. Lorsqu'ils retrouvèrent Sofia blessée, l'évidence s'imposa avec une brutalité insupportable. Orso avait disparu. À l'hôpital, Sofia raconta ce dont elle se souvenait, la voix tremblante, entrecoupée de silences lourds. Elle était persuadée que Pedro la surveillait depuis longtemps, qu'il attendait le moment opportun. Elle expliqua la station-service, le bébé qui pleurait, la seconde où tout avait basculé. Chaque mot semblait lui coûter un effort immense, comme si revivre la scène la vidait un peu plus de ses forces. William, debout près du lit, avait l'impression d'étouffer. En tant que médecin, il analysait les blessures, les constantes, les risques. En tant que père, il se sentait impuissant, rongé par une colère sourde contre Pedro, contre lui-même, contre cette situation qui lui échappait totalement. Aurore, elle, tentait de rester solide, mais ses yeux trahissaient une peur qu'elle ne parvenait plus à dissimuler. Sofia, malgré son état, répétait qu'elle voulait partir, quitter cet hôpital où elle se sentait inutile, prisonnière de son propre corps. Samuel et William tentaient de la raisonner, de lui expliquer qu'elle devait se reposer, se soigner. Mais pour elle, rester immobile alors que son bébé était en danger relevait de la torture. Dans le même temps, Pedro roulait, les mains crispées sur le volant, Orso à l'arrière. Chaque sirène au loin lui donnait l'impression que le piège se refermait. Lorsqu'il aperçut un barrage de police, son cœur manqua un battement. Il hésita, une fraction de seconde à peine, puis fit demi-tour brusquement. La peur le guidait désormais, une peur panique, mêlée à une détermination désespérée.
Il savait qu'il avait franchi une ligne. Il n'y avait plus de retour possible. Pendant ce temps, dans un tout autre registre, la vie continuait à Seth, indifférente à la tragédie qui se jouait en parallèle. Au marché de Noël, les lumières scintillaient encore, les rires se mêlaient aux conversations banales. Violette marchait aux côtés de Bastien, tentant de savourer cet instant, même si une boule lui serrait la gorge. Elle savait que quelque chose se terminait aujourd'hui, même si elle n'osait pas encore le formuler clairement. C'est là qu'ils croisèrent Georges. Bastien, un peu maladroit, lui annonça la mutation de Mélodie. Georges resta figé une seconde. Il n'était pas au courant. Cette nouvelle le frappa de plein fouet, non seulement pour Mélodie, mais surtout pour Bastien. Il vit immédiatement ce que cela impliquait, une rupture brutale, un déracinement. Plus loin, au Spoon, Nord confiait à Soraya ce qu'elle n'osait dire à personne d'autre. Cette nuit avec Romain, dans la camionnette, avait été pour elle un moment suspendu, intense, presque irréel. Elle parlait avec des étoiles dans les yeux, malgré l'angoisse qui la rongeait depuis. Elle avait senti un changement chez Romain, ce silence pesant sur le trajet du retour, cette distance soudaine. Elle avait fait semblant de dormir, incapable d'affronter ce qu'elle pressentait déjà. Pendant que Nord parlait d'amour et de doute, ailleurs, Mélodie et Bastien terminaient les cartons. Chaque objet rangé était un souvenir enfermé, chaque valise une preuve supplémentaire que le départ était imminent. Mélodie tentait de rester forte, mais ses gestes trahissaient une fatigue émotionnelle profonde. Elle savait qu'elle emmenait son fils loin de tout ce qu'il connaissait, et cette pensée la déchirait. C'est à ce moment-là que Georges l'appela. Il lui dit qu'il savait pour Béziers. Sa voix était calme, mais on sentait une réelle inquiétude. Il qualifia la décision de radicale, peut-être trop brutale. Puis, après une hésitation, il proposa une alternative, que Bastien reste à Sète, chez lui et Lulu, le temps de finir sa scolarité. Pour préserver ses repères, ses amis, sa stabilité. Mélodie fut d'abord catégorique. Elle venait à peine de retrouver son fils, ce n'était pas pour s'en séparer à nouveau. Pourtant, les mots de Georges restèrent suspendus dans l'air, lourds de sens. À ce moment-là, dans la chambre d'hôpital, Sophia fixait le plafond, les yeux humides, consciente que pendant que la ville continuait de vivre, son monde à elle venait de s'effondrer. Et ce n'était que le début. Le matin se levait sur Sète avec une lumière pâle, presque indécente face à ce qui s'était joué durant la nuit. À l'hôpital, Sophia avait cessé de lutter contre l'épuisement. Son corps, meurtri, avait fini par céder, mais son esprit restait prisonnier d'une seule image, Orso, loin d'elle, vulnérable. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, une douleur sourde pulsait à son crâne, comme un rappel constant de la violence subie. Elle chercha instinctivement du regard une présence rassurante, un signe que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. William était là, assis près du lit, le visage tiré, marqué par des heures d'angoisse contenue. Il tenta de sourire, maladroitement, mais Sophia comprit aussitôt que rien n'allait. Elle n'eut même pas besoin de poser la question. L'absence d'Orso, toujours aussi criante, parlait pour eux deux. Elle ferma les yeux un instant, comme pour se protéger de la réalité, mais celle-ci s'imposait avec une cruauté implacable. Aurore entra peu après, le regard déterminé mais cerné. Elle parlait peu, choisissant ses mots avec soin, consciente que chaque phrase pouvait être une nouvelle déflagration pour sa fille. Elle expliqua que les recherches continuaient, que la police faisait tout pour retrouver Pedro et le bébé. Sophia l'écoutait à peine. Une culpabilité écrasante la submergeait, bien plus violente que la douleur physique. Elle se reprochait tout, de ne pas avoir fui plus tôt, de s'être arrêtée, d'avoir sous-estimé le danger. Dans le même temps, Martin coordonnait les équipes avec une rigueur presque mécanique. Il savait que l'affaire était délicate, explosive. Pedro n'était pas un criminel aguerri, mais un homme acculé, capable de décisions irrationnelles. Et c'était précisément ce qui le rendait dangereux. Lorsque Swazik lui confia ses soupçons concernant le badge volé à l'hôpital, une nouvelle pièce s'ajouta au puzzle. Pedro avait préparé sa fuite, peut-être depuis bien plus longtemps qu'il ne l'imaginait. Pendant que la police resserrait l'étau, Pedro continuait de rouler, évitant les grands axes, empruntant des routes secondaires qu'il connaissait à peine. Orso dormait par intermittence, ignorant tout du chaos qu'il provoquait malgré lui. Chaque respiration du bébé était pour Pedro à la fois un apaisement et une torture. Il se répétait qu'il faisait ça pour lui, que c'était la seule solution, mais cette certitude vacillait à chaque kilomètre parcouru. L'idée de l'Espagne revenait sans cesse, obsédante. Là-bas, il pensait pouvoir disparaître, recommencer à zéro, loin des regards et des reproches. Mais plus il y réfléchissait, plus cette fuite lui semblait irréaliste, presque absurde. Il n'avait rien prévu, rien organisé. Seulement cette conviction désespérée que s'il restait, tout s'effondrerait définitivement. À Sète,
L'autre drame se jouait dans une atmosphère beaucoup plus feutrée, mais tout aussi douloureuse. Dans l'appartement de Mélodie, les cartons empilés donnaient à la pièce un air provisoire, instable. Bastien se déplaçait lentement, comme s'il craignait que le moindre geste ne précipite l'inévitable. Il observait sa mère, guettant le moindre signe de faiblesse, tout en tentant de masquer la sienne. La proposition de Georges résonnait encore dans l'esprit de Mélodie. Elle s'y était d'abord accrochée comme à une menace. Se séparer de son fils après l'avoir retrouvé, c'était inconcevable. Pourtant, à mesure que les heures passaient, une autre pensée s'insinuait, plus insidieuse. Et si Georges avait raison? Et si partir signifiait sacrifier l'équilibre de Bastien? Elle observait son fils, son adolescence fragile, ses amitiés, sa vie à 7. Elle savait combien il s'était battu pour retrouver une forme de stabilité. Béziers représentait un nouveau départ pour elle, mais pour Bastien, cela ressemblait surtout à une rupture brutale. Cette idée la rongeait. Bastien, de son côté, comprenait parfaitement le dilemme de sa mère. Il n'osait pas exprimer ce qu'il ressentait vraiment, par peur de la blesser, de lui donner l'impression qu'il ne voulait pas la suivre. Il se contentait de gestes simples, d'un sourire discret, d'une présence silencieuse. Mais au fond de lui, une peur sourde grandissait, celle de devoir choisir entre sa mère et sa propre vie. Pendant ce temps, au Spoon, Nord attendait. Elle fixait son téléphone, espérant un message de Romain qui ne venait pas. La nuit précédente lui semblait déjà lointaine, presque irréelle, mais l'émotion, elle, restait intacte. Elle se repassait chaque détail, chaque regard, chaque silence. Elle refusait de croire que tout cela puisse être effacé d'un revers de main. Lorsque Romain entra enfin, son attitude confirma ses pires craintes. Il évitait son regard, son visage fermé contrastait violemment avec la tendresse de la veille. Il n'y eut pas de préambule inutile. Ses mots tombèrent, secs, tranchants. Ce qui s'était passé était une erreur. Une connerie. Il ne voulait plus la voir. Il se sentait coupable vis-à-vis d'Océane et préférait couper court. Nord resta figée, incapable de comprendre comment une nuit qu'elle avait vécue comme un moment hors du temps pouvait être réduite à une faute regrettable. La colère se mêla à la honte, puis à une tristesse profonde. Elle tenta de répondre, de se défendre, mais les mots se bloquaient dans sa gorge. Romain, lui, avait déjà tourné la page. Quand il partit, Nord sentit quelque chose se briser définitivement en elle. Elle avait l'impression d'avoir été utilisée, puis abandonnée, comme si ses sentiments n'avaient jamais eu la moindre valeur. Soraya tenta de la consoler plus tard, tout comme Gabriel, chacun à leur manière, mais Nord n'entendait qu'une chose, le vide laissé par ce rejet brutal. À l'hôpital, Sophia avait insisté pour se lever, malgré les protestations de William et Samuel. Elle se sentait inutile, enfermée dans ce lit alors que son fils était quelque part, entre les mains d'un homme imprévisible. Elle répétait qu'elle devait agir, faire quelque chose, même si personne ne savait quoi. Cette même urgence animait Alain, sans qu'il en ait encore pleinement conscience. Lorsqu'il apprit ce que Pedro avait fait, la violence, l'enlèvement, il eut le sentiment que le sol se dérobait sous ses pieds. Il ne reconnaissait plus son fils. Il ne comprenait pas comment tout avait pu dégénérer à ce point. Pourtant, lorsqu'il reçut ce message, « Papa, j'ai besoin de toi », il n'hésita pas. Il mentit à Marianne, prétextant une urgence anodine. Il savait que ce mensonge aurait un goût amer plus tard, mais sur le moment, une seule chose comptait, rejoindre Pedro. Le sauver, peut-être, ou tenter d'éviter le pire. Alors que Mélodie s'asseyait enfin, épuisée, face à Bastien pour parler de la proposition de Georges, ailleurs, Alain prenait la route, le cœur lourd, conscient qu'il se dirigeait vers un point de non-retour. Tout avançait en parallèle, comme des lignes qui finiraient forcément par se croiser. Et lorsque Mélodie prononça les premiers mots, la voix tremblante, Bastien comprit que sa vie venait de basculer. La discussion entre Mélodie et Bastien s'était installée dans une lenteur presque douloureuse. Aucun d'eux n'osait vraiment commencer, comme si le simple fait de mettre des mots sur la situation la rendait plus réelle, plus définitive. Mélodie observait son fils, cherchant sur son visage les traces de l'enfant qu'il avait été, celui qu'elle avait perdu puis retrouvé. Mais Bastien n'était plus cet enfant. Il était là, droit, silencieux, déjà en train de porter un poids qui dépassait son âge. Mélodie finit par parler de Georges, de sa proposition, de cette possibilité qu'elle n'avait d'abord même pas envisagée. Elle expliqua qu'il s'agissait seulement d'une idée, rien de plus, mais sa voix trahissait l'importance qu'elle lui accordait désormais. Elle parla des études de Bastien, de ses amis, de cette stabilité qu'elle avait mis tant de temps à reconstruire pour lui. Chaque phrase était comme une tentative maladroite de préparer le terrain à une décision qu'elle redoutait plus que tout. Bastien l'écoutait attentivement, sans l'interrompre. Il comprenait trop bien ce qu'elle essayait de faire.
Elle voulait qu'il choisisse à sa place, ou du moins qu'il la libère de la culpabilité de décider pour lui. Lorsqu'il prit enfin la parole, ce ne fut pas pour protester. Il lui dit simplement qu'il ne voulait pas qu'elle se sacrifie pour lui. Que si Béziers était une chance pour elle, alors elle devait la saisir. Ces mots frappèrent Mélodie de plein fouet. Elle y entendait une maturité qui la bouleversait, mais aussi une résignation qu'elle refusait d'accepter. Elle tenta de lui expliquer qu'il ne s'agissait pas d'un sacrifice, mais d'un choix de mère, de ce qu'elle estimait être le mieux pour lui. Bastien secoua la tête doucement. Il lui dit qu'il était heureux ici, à Sète, mais qu'il était surtout heureux de l'avoir retrouvée. Et que, quoi qu'il arrive, il ne voulait pas être la raison de son renoncement. Ce moment marqua un basculement. Mélodie sentit quelque chose se fissurer en elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle comprit que son rôle de mère ne consistait pas seulement à protéger, mais aussi à accepter de lâcher prise. Cette idée la terrifiait. Pendant ce temps, Nord errait dans les rues de Sète, incapable de rester enfermée. Le rejet de Romain résonnait encore dans sa tête, comme une phrase qu'on répète jusqu'à en perdre le sens. Elle repensait à chaque geste, chaque regard, cherchant désespérément un indice qui lui aurait échappé. Comment avait-elle pu se tromper à ce point? Elle se sentait naïve, presque ridicule d'avoir cru à cette parenthèse de bonheur. Soraya tenta de la joindre à plusieurs reprises, inquiète. Nord finit par répondre, mais ses mots étaient vides, mécaniques. Elle ne voulait pas de conseils, ni de compassion. Elle avait surtout besoin de comprendre pourquoi elle avait l'impression d'être toujours celle qu'on quitte, celle qu'on abandonne dès que les choses deviennent compliquées. Cette pensée l'enfermait dans une spirale de colère et de tristesse dont elle ne voyait pas l'issue. Au Spoon, Gabriel tentait de la raisonner lorsqu'elle finit par revenir. Il lui disait que Romain était lâche, qu'il ne méritait pas une seconde de ses larmes. Mais ses paroles, aussi sincères soient-elles, glissaient sur elle. Nord ne pleurait pas seulement une histoire avortée, mais une illusion brisée. Celle de compter réellement pour quelqu'un. À l'hôpital, Sophia se battait contre ses propres limites. Elle avait réussi à se lever, soutenue par une détermination presque déraisonnable. Samuel tentait de la convaincre de se reposer, de penser à sa santé, mais Sophia n'entendait rien. Chaque minute passée loin d'Orso lui semblait insupportable. Elle répétait qu'elle devait parler à la police, donner plus de détails, aider d'une manière ou d'une autre. Mais au fond, elle savait qu'elle n'avait plus aucun contrôle sur la situation. William observait sa fille avec une inquiétude grandissante. Il la voyait s'enfoncer dans une culpabilité destructrice, comme si elle se tenait pour seule responsable de tout ce qui arrivait. Il tenta de lui rappeler qu'elle était une victime, qu'elle n'avait rien fait de mal. Sophia baissa les yeux. Ces mots-là, elle n'était pas prête à les entendre. Pendant ce temps, Alain roulait vers ce rendez-vous dont il ignorait tout, sinon qu'il était dangereux. Les paysages défilaient sans qu'il y prête vraiment attention. Il repensait à Pedro enfant, à ce fils qu'il avait vu grandir, parfois se perdre, parfois se relever. Comment en étaient-ils arrivés là? Il se demandait s'il avait manqué quelque chose, un signe, une faille qu'il n'avait pas su voir. Lorsqu'il arriva à l'endroit indiqué, un lieu isolé, presque désert, un froid lui parcourut l'échine. Pedro était déjà là. Il se tenait près de la voiture, Orso dans les bras. Cette image frappa Alain avec une violence inattendue. Son petit-fils, au milieu de ce chaos, semblait paisible, inconscient de la tempête qui l'entourait. Pedro accueillit son père avec un mélange de soulagement et de tension. Il parlait vite, trop vite, comme s'il craignait de ne pas être entendu. Il expliqua qu'il n'avait plus le choix, qu'il devait partir, que l'Espagne était sa seule chance. Il supplia Alain de l'aider, de lui permettre de passer la frontière avec Orso. Il disait que seul, il n'y arriverait pas. Alain tenta de rester calme. Il lui parla de Sophia, de l'état dans lequel elle se trouvait, de la gravité de ses actes. Il essaya de lui faire comprendre qu'il existait d'autres solutions, que se rendre était la seule voie possible. Mais Pedro refusait d'entendre. Chaque mot d'Alain semblait renforcer sa conviction qu'on voulait lui enlever son fils. Le silence qui s'installa entre eux était lourd, presque menaçant. Orso se mit à bouger légèrement, attirant leur attention. Pour un instant, le temps sembla suspendu. Deux générations se faisaient face, liées par le même enfant, mais séparées par un gouffre de peur et d'incompréhension. À Sète, Mélodie s'apprêtait à faire ses adieux à plusieurs proches. L'heure du départ approchait, et avec elle, la certitude qu'aucune décision ne serait indolore. Bastien, lui, se préparait intérieurement à rester, à affronter cette nouvelle vie sans sa mère au quotidien. Il se répétait qu'il faisait le bon choix, mais une angoisse sourde ne cessait de l'envahir. Tout avançait inexorablement vers un point de rupture. Les émotions s'entremêlaient, les décisions s'ancrèrent dans le réel, et chacun, à sa manière, se retrouvait face à ce qu'il redoutait le plus. Et quelque part, au milieu de cette tempête humaine,
Un bébé dormait, ignorant que tant de destins se jouaient autour de lui. Le moment des adieux approchait, et avec lui cette sensation étrange que tout devenait irréversible. Dans l'appartement désormais presque vide, Mélodie avançait lentement, comme si chaque pas pesait davantage que le précédent. Les murs nus semblaient déjà appartenir au passé, témoins silencieux d'une vie qu'elle s'apprêtait à quitter. Elle observait Bastien, occupé à vérifier une dernière fois ses affaires, et se demandait comment elle avait pu en arriver à accepter cette séparation. Elle savait pourtant qu'il n'y avait pas de bons choix, seulement des choix nécessaires. Lorsque Georges arriva, accompagné de Lulu, l'atmosphère changea imperceptiblement. Il n'y eut pas de grandes phrases, pas de discours solennels. Juste une présence calme, rassurante. Georges parlait peu, mais son regard disait l'essentiel. Il prenait cette responsabilité au sérieux. Bastien n'était pas un simple adolescent de passage, mais un jeune homme à protéger, à guider sans jamais le remplacer. Mélodie tenta de garder contenance. Elle expliqua une dernière fois à Bastien comment tout allait se passer, les week-ends, les vacances, les appels. Elle répétait qu'elle serait toujours là, quoi qu'il arrive. Mais ses mots tremblaient légèrement, trahissant une peur profonde, celle de ne plus être indispensable. Bastien l'écoutait, le cœur serré, conscient que cette séparation, aussi mûrement réfléchie soit-elle, allait laisser un vide immense. Quand le moment arriva, Mélodie serra son fils contre elle plus longtemps que prévu. Elle inspira profondément son odeur, comme pour la graver en elle. Bastien sentit ses épaules trembler, et pour la première fois, il comprit réellement ce que sa mère sacrifiait. Il murmura qu'il l'aimait, qu'elle n'avait rien à se reprocher. Ces mots, simples mais sincères, furent à la fois un apaisement et une déchirure. Georges observa la scène à distance, respectueux, conscient qu'il n'était qu'un relais, jamais un substitut. Lorsqu'il posa enfin une main rassurante sur l'épaule de Bastien, ce geste marqua le début d'un nouveau chapitre. Bastien n'était plus seulement le fils de Mélodie, il devenait aussi, malgré lui, un jeune homme sous la protection d'un autre adulte, prêt à l'accompagner sans l'enfermer. Pendant ce temps, ailleurs à Sète, Nord n'en pouvait plus de ravaler sa colère. La blessure laissée par Romain se transformait en rage sourde. Elle se sentait humiliée, réduite à une erreur qu'on préfère oublier. Lorsqu'elle retrouva Soraya et Gabriel, ses mots sortirent enfin, sans filtre. Elle parlait de Romain avec une dureté qu'on ne lui connaissait pas, oscillant entre mépris et douleur. Elle se demandait à voix haute si elle n'avait pas simplement été trop naïve, trop disponible. Soraya tentait de temporiser, de lui rappeler que ce rejet parlait surtout des failles de Romain. Gabriel, lui, adoptait un ton plus frontal, n'hésitant pas à qualifier son comportement de lâcheté. Mais Nord restait enfermée dans sa propre spirale. Elle ne cherchait plus vraiment de réponse, seulement à comprendre pourquoi elle attirait toujours ce type d'histoire. Cette question, lourde de sens, la hantait. À l'hôpital, Sophia continuait de lutter contre l'immobilité imposée. Les médecins parlaient de repos, de prudence, mais elle voyait dans chaque restriction une entrave supplémentaire à la possibilité de retrouver Orso. Elle se sentait coupée de tout, prisonnière d'un corps qui refusait d'obéir. William passait le plus clair de son temps à ses côtés, tentant de la rassurer, de lui transmettre les informations dont il disposait. Mais l'attente restait insupportable. Aurore, de son côté, se plongeait dans le travail avec une intensité presque excessive. Elle refusait de céder à l'émotion, convaincue que seule l'action pouvait empêcher le pire. Chaque appel, chaque piste, était examinée avec une rigueur extrême. Elle savait que Pedro était instable, mais elle craignait surtout qu'il se sente acculé, prêt à tout pour ne pas perdre Orso. Cette crainte prenait tout son sens dans le lieu isolé où Alain faisait face à son fils. La discussion s'enlisait. Pedro répétait qu'il n'avait plus confiance en personne, que tout le monde voulait lui arracher son enfant. Alain essayait de le raisonner, de lui rappeler que fuir ne ferait qu'aggraver les choses. Il parlait de la police, de la possibilité de se rendre sans violence, de protéger Orso avant tout. Mais Pedro n'écoutait plus vraiment. Ses gestes devenaient plus nerveux, son regard fuyait. Il serrait Orso contre lui comme un bouclier, convaincu que ce bébé était la seule chose qui lui restait. Alain sentit alors la peur l'envahir. Il comprit que la situation pouvait basculer à tout moment, que le moindre mot de travers pouvait déclencher l'irréparable. Dans ce silence lourd, il tenta une dernière approche, plus personnelle. Il parla de leur relation, de ce qu'il avait essayé d'être comme père, de ses erreurs aussi. Il lui dit qu'il ne pourrait jamais vivre avec la culpabilité de l'aider à commettre quelque chose d'irréversible. Cette confession, sincère, sembla un instant ébranler Pedro. Un doute passa dans ses yeux, fugace, presque imperceptible. À 7, Mélodie prenait la route vers Béziers. Chaque kilomètre l'éloignait de son fils, et cette distance nouvelle lui donnait le vertige. Elle se répétait que c'était la bonne décision, qu'elle devait lui faire confiance,
mais le vide à ses côtés était assourdissant. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait réellement seule. Bastien, resté avec Georges et Lulu, tentait de trouver sa place. Il observait leur quotidien, leurs habitudes, conscient qu'il devait s'adapter sans perdre ce qu'il était. Georges, attentif, prenait soin de ne rien brusquer, de lui laisser l'espace nécessaire. Cette délicatesse touchait Bastien plus qu'il ne l'aurait cru. Pendant que certains tentaient de reconstruire, d'autres s'approchaient dangereusement du point de rupture. Le fil qui retenait Pedro semblait de plus en plus fragile, et Alain sentait que le temps jouait contre eux. Tout le monde avançait, porté par des choix difficiles, sans savoir encore quelles conséquences ils allaient engendrer. La route vers Béziers semblait interminable pour Mélodie. Le paysage défilait sans qu'elle n'y prête vraiment attention, comme si son esprit refusait d'enregistrer ce nouveau décor. Chaque panneau kilométrique accentuait la réalité de la distance qui la séparait désormais de Bastien. Elle se surprenait à tendre parfois la main vers le siège passager, réflexe absurde, comme si son fils pouvait encore être là. Cette absence, brutale, s'installait en elle avec une violence qu'elle n'avait pas anticipée. Elle tentait de se convaincre qu'elle avait fait le bon choix, qu'un parent digne de ce nom devait savoir s'effacer quand le bien de son enfant l'exigeait. Pourtant, au fond d'elle, une peur sourde prenait racine, et si Bastien n'avait plus besoin d'elle autant qu'avant? Cette pensée la terrifiait plus que la solitude elle-même. Elle comprenait soudain que devenir mère ne signifiait pas seulement protéger, mais aussi accepter de devenir secondaire dans la vie de son enfant. À 7, Bastien découvrait peu à peu ce nouveau quotidien. Chez Georges et Lulu, tout était à la fois familier et étranger. Les habitudes n'étaient pas les siennes, les silences avaient une autre tonalité. Georges faisait de son mieux pour rendre les choses simples, naturelles, sans imposer de règles inutiles. Il parlait de l'école, des repas, de l'organisation des jours à venir, mais laissait aussi de grands espaces de silence, conscient que Bastien avait besoin de temps. Ce respect touchait profondément l'adolescent. Il se sentait accueilli, pas pris en charge. Pourtant, dès que la nuit tombait, une mélancolie pesante l'envahissait. Il pensait à sa mère seule sur la route, à ce qu'elle devait ressentir, et une culpabilité discrète se glissait dans ses pensées. Il se répétait qu'il avait fait le bon choix, mais le doute ne le quittait jamais vraiment. Pendant ce temps, Nord s'isolait de plus en plus. Les mots de Romain tournaient en boucle dans sa tête, devenus presque obsédants. Elle évitait les messages, les appels, comme si se couper des autres pouvait atténuer la douleur. Mais cette solitude ne faisait que l'amplifier. Elle se demandait ce qu'elle avait fait de mal, ce qu'elle aurait dû être pour ne pas être rejetée aussi froidement. Soraya s'inquiétait. Elle sentait que sa sœur glissait vers quelque chose de plus sombre, une remise en question profonde qui dépassait largement une simple déception amoureuse. Elle tenta de la pousser à sortir, à parler, mais Nord résistait. Elle se sentait vidée, incapable de faire semblant d'aller bien. Gabriel, de son côté, oscillait entre colère et impuissance, frustré de ne pas réussir à la sortir de cette spirale. À l'hôpital, l'état de Sofia restait stable, mais son moral se détériorait. Chaque nouvelle heure sans Orso était vécue comme une défaite. Elle scrutait les visages autour d'elle, cherchant le moindre indice d'espoir. William continuait de la soutenir, tentant de trouver les mots justes, mais il se heurtait à une détresse qu'aucune rationalité ne pouvait apaiser. Sofia ne se pardonnait pas. Elle avait l'impression d'avoir failli à son rôle de mère, et cette culpabilité la consumait lentement. Aurore, elle, recevait des informations fragmentaires. Les équipes avaient perdu la trace précise de Pedro, mais tout indiquait qu'il cherchait à quitter le pays. Cette perspective la glaçait. Elle savait que plus le temps passait, plus la situation devenait incontrôlable. Elle redoutait surtout ce que Pedro pourrait faire s'il se sentait acculé, si l'étau se resserrait trop vite. Cette crainte se matérialisait cruellement dans le lieu isolé où Alain se trouvait toujours face à son fils. La discussion avait pris une tournure plus tendue. Pedro ne suppliait plus, il exigeait. Il répétait qu'Alain était sa seule chance, le seul à pouvoir l'aider à franchir la frontière sans se faire repérer. Il jouait sur la corde sensible, rappelant leurs liens, leur histoire, tout ce qu'Alain avait représenté pour lui. Alain se sentait pris au piège. Chaque argument qu'il avançait semblait renforcer la détermination de Pedro. Il voyait bien que son fils ne raisonnait plus vraiment. La peur avait pris le dessus, transformant chaque tentative de dialogue en confrontation latente. Alain savait qu'aider Pedro signifierait devenir complice, franchir une ligne morale dont il ne reviendrait jamais. Mais refuser, c'était risquer de provoquer une réaction incontrôlable. Le regard d'Orso, lorsqu'il s'éveilla un instant, transperça Alain. Cet enfant n'avait rien demandé. Il était devenu l'enjeu d'un conflit qui le dépassait totalement. Alain sentit une boule se former dans sa gorge. Il comprit alors que quoi qu'il fasse, quelqu'un souffrirait. Et que cette souffrance le hanterait pour le reste de sa vie.
À des kilomètres de là, Mélodie arrivait enfin à Béziers. L'appartement qui l'attendait lui semblait impersonnel, presque hostile. Elle posa ses affaires mécaniquement, incapable de s'approprier cet espace. Le silence y était assourdissant. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit étrangère à sa propre vie. Elle s'assit sur le canapé, fixa le vide, et laissa enfin les larmes couler. Elle pleurait Bastien, elle pleurait la mère qu'elle avait été, et celle qu'elle devenait. Bastien, de son côté, s'efforçait de rester fort. Il échangeait quelques messages avec sa mère, rassurants, mais il savait qu'aucun écran ne comblerait l'absence. Georges observait cette retenue avec une certaine inquiétude. Il percevait que Bastien se construisait une carapace, nécessaire mais fragile. La nuit tomba sur Sète et sur Béziers, enveloppant chaque personnage dans sa solitude. Les chemins s'éloignaient, mais la tension, elle, continuait de se resserrer ailleurs. Car Pedro, acculé, venait de poser un ultimatum silencieux à Alain. Et ce choix impossible allait bientôt exiger une réponse. Le silence qui s'était installé entre Alain et Pedro avait quelque chose d'irréel. Il n'était plus question de mots, mais de regards, de respirations trop courtes, de gestes nerveux qui trahissaient une peur incontrôlable. Pedro marchait de long en large, incapable de rester en place. Chaque bruit au loin lui semblait être une sirène, chaque seconde un pas de plus vers la catastrophe. Orso dormait à nouveau, indifférent à la tension qui saturait l'air. Alain sentait la pression monter, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il connaissait son fils. Il reconnaissait ce moment précis où Pedro cessait d'écouter, où toute tentative de raison devenait inutile. Il comprit alors que le danger n'était plus seulement juridique ou moral, mais physique. La situation pouvait dégénérer à tout instant. Pourtant, malgré cette lucidité, il restait là, incapable de partir, incapable aussi de céder. Pedro finit par s'arrêter net, le regard dur. Il répéta qu'il n'avait plus rien à perdre. Que s'il devait tomber, ce serait avec Orso. Cette phrase, à peine murmurée, eut l'effet d'un coup de tonnerre. Alain sentit son sang se glacer. Il tenta de masquer sa panique, mais son visage trahit l'horreur de cette perspective. Il comprit que Pedro utilisait désormais l'enfant comme un moyen de pression, peut-être sans en avoir pleinement conscience, mais avec une dangerosité extrême. Dans le même temps, à Sète, la police avançait. Lentement, méthodiquement. Aurore recevait des informations au compte-gouttes, mais une tendance se dessinait clairement. Pedro cherchait à quitter le territoire, et il n'était pas seul. L'idée qu'Alain puisse être impliqué, même involontairement, la troublait profondément. Elle connaissait l'homme, sa droiture, mais elle savait aussi à quel point l'amour d'un père pouvait aveugler. Martin insistait sur la prudence. Il savait que toute intervention précipitée pouvait provoquer l'irréparable. L'objectif restait clair, retrouver Orso vivant, sans provoquer Pedro. Mais plus le temps passait, plus cette équation devenait fragile. À l'hôpital, Sofia venait d'apprendre une nouvelle qui la brisa un peu plus. Pedro voulait fuir à l'étranger avec Orso. Cette information, lâchée avec précaution, s'abattit sur elle comme une sentence. Elle comprit alors qu'elle risquait de perdre son fils pour longtemps, peut-être définitivement. Cette idée la plongea dans un désespoir profond, presque paralysant. Elle pleurait sans bruit, le regard perdu, incapable de formuler la moindre pensée cohérente. William tenta de la soutenir, mais il se sentait lui-même démuni. Il avait l'impression que chaque rôle qu'il occupait, père, médecin, mari, entrait en conflit avec les autres. Il voulait agir, intervenir, mais il savait que tout se jouait désormais hors de sa portée. Cette impuissance le rongeait. Pendant ce temps, Nord atteignait un point de rupture différent, mais tout aussi préoccupant. Elle avait cessé de répondre aux messages, même à ceux de Soraya. Elle errait dans la ville, seule, laissant ses pensées s'assombrir. La blessure laissée par Romain avait réveillé en elle de vieilles insécurités, des doutes enfouis depuis longtemps. Elle se demandait si elle méritait réellement qu'on l'aime, si elle n'était pas condamnée à être toujours celle qu'on abandonne. Soraya, de plus en plus inquiète, tenta d'alerter Gabriel. Tous deux sentaient que Nord s'enfermait dans une solitude dangereuse, mais ils ne savaient plus comment l'atteindre. Chaque tentative de dialogue semblait la repousser un peu plus loin. Chez Georges, Bastien essayait de garder une apparence normale. Il parlait de l'école, des devoirs à venir, de choses anodines. Mais Georges percevait la tension sous cette façade. Il voyait cet adolescent trop raisonnable pour son âge, qui portait sur ses épaules des responsabilités qui ne devraient pas être les siennes. Il se demanda s'il avait vraiment les moyens de l'aider, s'il ne faisait pas que repousser une douleur inévitable. À Béziers, Mélodie passait sa première nuit seule. Le silence de l'appartement la confrontait à ses propres peurs. Elle pensait à Bastien, à ce qu'il faisait à cet instant précis, à s'il allait bien. Elle se demandait si elle avait eu raison de partir, si elle n'avait pas simplement fui ses propres angoisses.
Mais revenir n'était plus une option. Elle devait tenir, pour lui. Dans le lieu isolé, la tension atteignait son paroxysme. Pedro s'approcha d'Alain, le regard fiévreux. Il répéta que sans lui, il était perdu. Qu'il était sa seule chance. Alain sentit ses forces l'abandonner. Il comprit que refuser pouvait provoquer une réaction violente, mais accepter signifiait trahir ses principes, et surtout mettre Orso encore plus en danger à long terme. Un bruit soudain, lointain mais distinct, fit sursauter Pedro. Peut-être une voiture, peut-être rien. Mais ce son suffit à faire basculer son état d'esprit. Il se crispa, ses gestes devinrent plus brusques. Alain comprit que le temps était écoulé. Qu'une décision devait être prise, ici et maintenant. Tous les chemins convergeaient vers ce moment précis, où un choix allait sceller plusieurs destins à la fois. Et tandis que Pedro serrait Orso un peu plus fort, Alain réalisa que quelle que soit sa décision, rien ne serait plus jamais comme avant. Le temps semblait s'être figé dans ce lieu isolé. Alain avait l'impression que l'air lui manquait, que chaque inspiration devenait plus difficile que la précédente. Face à lui, Pedro n'était plus vraiment son fils, mais un homme dépassé par la peur, prisonnier de ses propres décisions. Orso, blotti contre sa poitrine, respirait calmement, inconscient de l'abîme dans lequel on l'entraînait. Alain comprit alors qu'il ne pourrait ni convaincre, ni raisonner Pedro par les mots. Il n'y avait plus d'arguments valables, plus de compromis possible. Ce qu'il voyait devant lui, c'était une fuite en avant, dangereuse, incontrôlable. Et au centre de cette spirale, un enfant. Il parla lentement, avec une douceur presque douloureuse. Il dit qu'il ne l'aiderait pas à franchir la frontière. Qu'il refusait d'être complice de cette fuite. Mais il ajouta aussi qu'il ne le laisserait pas tomber. Qu'il resterait là, avec lui, tant qu'Orso serait en sécurité. Cette position fragile, presque impossible à tenir, était la seule qui lui restait. Pedro explosa. Pas dans une violence immédiate, mais dans une colère désespérée, incontrôlée. Il cria qu'Alain l'abandonnait, qu'il le condamnait. Ses mots étaient confus, incohérents, portés par la panique. Alain tenta de s'approcher, doucement, pour calmer la situation, pour protéger Orso avant tout. Ce mouvement suffit à faire basculer l'équilibre déjà précaire. Pedro recula brusquement. Son regard se posa sur l'enfant, puis sur son père. Pendant une fraction de seconde, tout sembla suspendu. Et dans ce silence terrible, Pedro comprit enfin qu'il avait dépassé une limite dont il ne reviendrait pas. Les sirènes se firent entendre, d'abord lointaines, puis de plus en plus proches. Pedro pâlit. Il serra Orso une dernière fois, comme pour s'accrocher à une illusion qui se dissolvait déjà. Alain leva les mains, implorant le calme, répétant que tout pouvait encore s'arrêter là, que l'enfant devait passer avant tout. Pedro céda, lentement. Il tendit Orso à Alain, les mains tremblantes, le regard vidé de toute résistance. Ce geste, simple en apparence, fut un effondrement total. Alain prit l'enfant contre lui, submergé par un mélange de soulagement et de terreur rétrospective. Orso se mit à pleurer, comme s'il ressentait enfin la violence de ce qui venait de se produire. Lorsque la police arriva, Pedro ne tenta pas de fuir. Il se laissa faire, vidé, brisé. Aurore, présente sur les lieux, observa la scène avec une tension qu'elle n'oubliait jamais vraiment. Elle voyait un homme arrêté, mais surtout un drame humain, une succession d'erreurs irréparables. Martin donna les consignes, professionnelles, précis. L'affaire était terminée, mais les conséquences, elles, ne faisaient que commencer. À l'hôpital, Sofia reçut l'appel qu'elle attendait sans oser y croire. Orso était sain et sauf. Ces mots suffirent à la faire s'effondrer en larmes. Un mélange de soulagement absolu et d'épuisement la traversa. William la serra contre lui, conscient que cette épreuve laisserait des cicatrices profondes, invisibles mais durables. Sofia comprit qu'elle aurait besoin de temps pour se reconstruire, pour se pardonner. Aurore, de retour à Sète, retrouva sa famille avec un poids en moins, mais une fatigue immense. Elle savait que cette affaire l'avait marquée plus qu'elle ne voulait l'admettre. Être mère et policière n'avait jamais été aussi contradictoire. Alain, quant à lui, resta longtemps seul après les événements. Il repensait au regard de Pedro au moment de l'arrestation, à cette rupture définitive entre le père et le fils. Il savait qu'il avait fait ce qu'il fallait, mais cette certitude n'effaçait pas la douleur. Il avait sauvé Orso, mais il avait perdu Pedro. À Sète, la vie reprenait doucement son cours, comme elle le faisait toujours après les tempêtes. Chez Georges, Bastien apprit ce qui s'était passé avec une gravité nouvelle. Il réalisa à quel point les adultes autour de lui pouvaient faillir, aimer maladroitement, se tromper lourdement. Cette prise de conscience le fit grandir encore un peu plus. Georges, attentif, comprit qu'il ne devait pas seulement lui offrir un toit, mais aussi un espace pour comprendre, pour digérer. À Béziers, Mélodie reçut le message confirmant que tout était terminé. Elle resta longtemps immobile, le téléphone à la main, submergée par une émotion contradictoire.
Elle pensa à Bastien, à ce qu'elle avait quitté, à ce qu'elle essayait de construire. Elle se promit de revenir le voir dès que possible, consciente que la distance ne devait jamais devenir une absence. Nor, elle, apprit la nouvelle par hasard, au détour d'une conversation. Elle sentit soudain ses propres souffrances se relativiser, sans disparaître pour autant. La blessure laissée par Romain restait vive, mais quelque chose changea en elle. Elle comprit qu'elle ne pouvait plus se définir uniquement à travers le regard ou le rejet des autres. Cette prise de conscience serait lente, fragile, mais nécessaire. Pedro, seul en cellule, faisait face au silence le plus absolu. Il revoyait sans cesse les mêmes images, les mêmes décisions. Il comprenait trop tard que sa peur l'avait mené à tout perdre. Orso était en sécurité, mais à quel prix? Cette réalité le rattraperait, jour après jour. Et tandis que la nuit retombait sur Seth, chacun portait désormais une part de cette histoire. Certains avec soulagement, d'autres avec regret, tous avec la certitude que rien ne serait plus jamais exactement comme avant. Parce que parfois, sauver une vie suffit à justifier un choix. Mais cela n'efface jamais les blessures laissées derrière.